Relire un grand livre, c'est accepter un fait silencieux, presque dérangeant. Le texte, lui, n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Et c'est précisément pour cela que, avec des yeux différents, les mêmes pages renvoient aujourd'hui des leçons qui, autrefois, n'avaient tout simplement aucun endroit où se déposer. Je reviens aux Misérables avec une forme de prudence intérieure. Non pas à cause de leur étendue, même si le livre est immense, mais à cause du type de douleur que Victor Hugo décide d'affronter sans précipitation. Il n'accélère pas. Il n'adoucit pas. Il ne détourne pas le regard. Hugo n'écrit pas seulement un roman, il érige un monde moral. Et un monde moral n'est jamais confortable. Il exige que l'on soutienne des questions que la vie adulte a tendance à repousser à plus tard, parce que ce sont précisément des questions qui dérangent la routine, qui fissurent les habitudes, qui empêchent de vivre tranquillement. La question que je veux poser dès le début n'est pas « qu'est-ce que la justice ?», comme si nous étions dans un cours. La question est plus intime, et pour cette raison plus dangereuse. Qu'est-ce que je suis devenu pour survivre? Et qu'est-ce que j'ai perdu en devenant cela? Car chez Jean Valjean, le centre vivant du roman, cette tension est permanente. Il ne naît pas grand. Il est poussé. Il est écrasé. Il est marqué. Et ensuite, il doit décider s'il va vivre comme une marque, ou comme une conscience. La vie adulte reconnaît immédiatement cette question. Elle sait que, dans certains moments de l'existence, survivre exige un prix moral. Non pas parce que l'on choisit le mal par plaisir, mais parce que le monde nous pousse vers des endroits où le choix paraît impossible. Et lorsque l'on traverse ces endroits, on n'en revient jamais intact. On revient avec des cicatrices. On revient avec des habitudes. On revient avec des durcissements intérieurs. Et parfois, on revient avec une culpabilité dont on ne sait même plus prononcer le nom. Les Misérables, publié en 1862 avec un lancement simultané à Paris et dans d'autres capitales, est un livre qui regarde le siècle français, les pauvres, les prisons, les usines, les rues, les barricades, mais qui n'est pas prisonnier de ce siècle. C'est un roman sur ce qui arrive lorsque la société transforme la misère en destin, puis appelle ce destin « nature humaine ». Hugo refuse cette idée. Il insiste, presque brutalement, sur le fait que la misère est une construction. Et que l'être humain, lorsqu'il est traité comme un rebut, apprend peu à peu à se voir lui-même comme un rebut. Mais il insiste aussi sur autre chose, encore plus difficile à admettre, l'être humain peut se refaire. Et se refaire n'est ni propagande ni slogan. C'est une lutte intérieure, longue et coûteuse. Je veux suivre ici un chemin critique qui ne transforme pas le livre en sermon politique, ni en fable de développement personnel. Dans l'esprit de Harold Bloom, je veux considérer les personnages comme des forces psychologiques. Jean Valjean. Javert. Fantine. Cosette. Marius. Les Thénardier. L'évêque Myriel. Gavroche. Chacun comme un centre de conscience, de culpabilité, de rigidité, de compassion, d'auto-illusion. Et je veux laisser une place réelle au tragique. Car la grande littérature ne forme pas la conscience lorsqu'elle nous console, mais lorsqu'elle nous empêche de mentir trop facilement. Et oui, le lien avec notre époque se fait presque naturellement, même s'il reste discret. Aujourd'hui, nous connaissons d'autres formes de misère, certaines anciennes, d'autres nouvelles, mais le mécanisme humain demeure le même. La société fabrique des êtres jetables, puis feint la surprise lorsqu'ils deviennent dangereux, ou lorsqu'ils deviennent simplement invisibles. Victor Hugo écrit dans un siècle de transformation violente, industrialisation accélérée, urbanisation brutale, révolution, réaction, promesses républicaines, chute et retour de régime. Mais ce qui importe pour nous, aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il écrit comme quelqu'un qui croit profondément à la dignité humaine, tout en n'étant pas naïf face au poids du monde. Il n'idéalise pas les pauvres comme des saints. Il ne diabolise pas les riches comme des monstres. Il fait quelque chose de plus inconfortable, il montre les systèmes, et il montre les âmes et surtout les âmes enfermées à l'intérieur des systèmes. Le problème humain central des Misérables peut se formuler ainsi. Comment un être humain peut-il rester humain lorsque tout, autour de lui, travaille à le déshumaniser? Et, à côté de cela, qu'est-ce que la justice lorsque la loi existe, mais que l'humain ne rencontre aucune miséricorde? Le mot « misérable » est dangereux.
Il peut facilement être lu comme une accusation morale, des gens misérables. Hugo veut autre chose. Il veut nommer ceux que la société a poussés vers le bas, ceux qui vivent sous un poids constant, ceux qui n'ont aucune marge pour l'erreur. Et il pose alors une question simple et dérangeante, qui a créé cela? Et surtout, que faisons-nous lorsque cela se tient devant nous? Ici, le livre dialogue directement avec l'expérience adulte. La vie adulte s'habitue. Elle apprend à voir l'inégalité comme un décor. Elle apprend à appeler la souffrance, problème social, et à continuer son chemin. Hugo refuse cette anesthésie. Il oblige le lecteur à marcher longtemps dans des rues qu'il préférerait traverser rapidement, sans s'arrêter. J'entre maintenant dans le cœur du livre, pour une lecture interprétative profonde. Jean Valjean commence comme un homme réduit à un numéro. Il est arrêté pour avoir volé du pain et le roman insiste lourdement, ce n'était ni une aventure morale ni une rébellion idéologique. C'était la fin. Et la prison, chez Hugo, n'est pas seulement une punition. C'est une déformation. 19 années de bagne. De travaux forcés. D'humiliations répétées. L'univers carcéral ne corrige pas. Il durcit. Il solidifie ce qu'il y a de plus rude. Et lorsque Valjean sort, il porte un document qui le condamne socialement. Il n'est pas seulement un ancien forçat, il est un homme à qui la société a explicitement refusé un avenir. La vie adulte reconnaît ce mécanisme, même en dehors du système pénal. Lorsqu'une étiquette vous colle à la peau, elle commence à décider à votre place. Ancien failli. Ancien dépendant. Ancien licencié. Ancien quelque chose. Le « ancien » devient une prison. Vous vivez en essayant de prouver que vous n'êtes plus cela. Et, paradoxalement, en essayant de le prouver, vous restez enfermé dedans, parce que le monde vous force sans cesse à réagir à cette étiquette. Valjean, dans ce début, incarne une question terrible. Si personne ne me permet d'être bon, puis-je encore choisir le bien? Ou vais-je choisir le mal comme une forme de vengeance? Hugo ne répond pas par la théorie. Il met en scène. Et c'est à ce moment précis qu'apparaît l'évêque Myriel. L'évêque Myriel, celui qui accueille Jean Valjean, est l'une des figures les plus décisives de toute la littérature occidentale. Il incarne quelque chose que le monde adulte a souvent appris à mépriser sous le nom d'ingénuité. Mais ce n'est pas de l'ingénuité. C'est une miséricorde active. L'évêque ne prononce pas de discours. Il ne moralise pas. Il n'explique rien. Il offre un lit. Il offre de la nourriture. Il offre une présence humaine réelle. Et lorsque Valjean le vole, parce que Valjean est encore la marque, encore l'habitude, encore la survie, l'évêque accomplit un geste qui déplace l'axe entier du roman. Il ment pour sauver le voleur. Et il lui donne encore davantage. Les chandeliers. Ce geste est souvent lu comme une simple bonté. Mais une lecture adulte demande plus de précision. L'évêque n'est pas « gentil ». Il impose à Valjean une responsabilité presque insoutenable. Celle d'être digne de la confiance qu'il vient de recevoir. Il rend le crime impossible à maintenir comme identité. Il dit, sans sermon et sans accusation, « Tu n'es pas seulement cela ». Harold Bloom dirait qu'il s'agit là de l'un des grands moments de formation de la conscience dans la littérature. Le personnage n'est pas confronté à la loi, mais à la grâce. Et cette grâce n'a pas besoin d'être théologique pour fonctionner. Elle est existentielle. C'est l'expérience d'être vu comme humain au moment précis où l'on s'était déjà accepté comme monstre. Erich Fromm aide à comprendre ce qui se joue ici. Fromm insiste sur le fait que la liberté humaine est indissociable de la responsabilité et du lien. L'évêque offre un lien. Et, avec ce lien, il ouvre une possibilité de liberté. Valjean, qui jusque-là n'était qu'une réaction au coup du monde, devient soudain un choix. Et ce passage est douloureux. Parce qu'il est souvent plus facile de vivre comme victime du monde que comme sujet responsable de soi. À partir de ce point, le roman change de nature. Il devient l'histoire d'une conversion difficile. Non pas religieuse au sens simpliste, mais morale. Une conversion d'orientation intérieure. Du ressentiment vers la responsabilité. Valjean tente alors de se reconstruire. Il travaille. Il prospère. Il devient maire sous un autre nom.
Il est de la communauté. Il agit. Mais la marque ne disparaît jamais complètement. Elle revient, incarnée par Javert. Javert est l'une des figures les plus fascinantes et les plus inquiétantes du roman. Il n'est ni corrompu, ni cynique, ni caricatural. Il n'est pas un méchant de théâtre. Il est, précisément, ce qui le rend dangereux, il est correct. Correct au sens rigide. Pour lui, la loi est l'absolu. Et l'humain doit entrer dans la loi, coûte que coûte. Bloom parlerait de Javert comme d'une conscience devenue monomaniaque. Il ne peut penser que dans un seul axe. Et lorsque cet axe est menacé, il se fissure. Javert vit dans une religion de l'ordre. L'ordre remplace toute nuance morale. Toute complexité humaine devient suspecte. Ici, la lecture contemporaine s'impose presque malgré nous, même si elle doit rester contenue. Combien de fois aujourd'hui voit-on des personnes préférer la règle à la personne? La punition aux soins? L'abstraction de la loi à la réalité concrète de la souffrance? Javert n'est pas cruel par plaisir. Il est cruel par structure psychologique. Il a besoin d'un monde sans ambiguïté pour ne pas s'effondrer. Erich Fromm a décrit comment certaines personnalités s'attachent à des structures autoritaires parce qu'elles redoutent la liberté et l'ambivalence. Javert redoute l'ambivalence. Il a besoin d'un monde divisé clairement, criminel et honnête, dedans et dehors, bien et mal. Jean Valjean est la menace vivante contre cette vision. Un criminel qui devient juste. Un homme marqué qui devient responsable. Valjean fait exploser la logique de Javert. Et c'est pour cela que Javert le poursuit avec un zèle presque métaphysique. Ce n'est pas seulement une affaire policière. C'est une guerre ontologique contre la possibilité même du changement. C'est un point central du roman. Si l'être humain peut changer, alors la loi doit changer avec lui. Sinon, la loi devient cruauté. Javert ne supporte pas cette idée. La transformation humaine l'humilie. Elle détruit son monde intérieur. Hugo construit ce drame avec patience. La loi poursuit la miséricorde. L'ordre poursuit la grâce. Et le lecteur se retrouve pris au milieu, obligé de se poser une question inconfortable. Où se trouve la justice? Dans l'application stricte de la règle, ou dans la réparation de l'humain? La vie adulte reconnaît cette question à une échelle plus discrète. Dans la famille. Dans le travail. Dans les relations. Combien de fois quelqu'un commet une faute, et vous devez décider si vous allez être Javert, ou si vous allez reconnaître la complexité? Et combien de fois avez-vous été jugé comme si vous n'aviez pas le droit de changer? Fantine est l'un des passages les plus douloureux du roman. Elle montre, avec une clarté sans sentimentalité facile, que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est une érosion morale. Fantine est poussée, étape après étape, vers la dégradation. Elle commence par aimer. Elle a un enfant. Elle est abandonnée. Elle perd son emploi pour immoralité. Elle doit survivre. Et le monde commence alors à lui demander des morceaux de son propre corps. Ses cheveux. Ses dents. Sa dignité. Hugo n'écrit pas une pornographie de la misère. Il montre une vérité que le lecteur adulte connaît, et qu'il préfère parfois éviter. Il existe des situations où la vertu coûte trop cher. Fantine ne tombe pas parce qu'elle le souhaite. Elle tombe parce que le monde rétrécit ses options jusqu'à les rendre insupportables. Et ici, le roman touche directement notre présent. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de « choix individuels ». C'est une expression confortable. Elle permet de juger sans se salir les mains. Mais il existe des vies où le mot « choix » n'est qu'un nom poli pour désigner la contrainte. Fantine est le portrait de cette réalité. Et le roman, en nous faisant accompagner sa chute, nous empêche de parler de pauvreté comme d'une abstraction. Valjean, devenu maire, rencontre Fantine et prend en charge le destin de Cosette. Et cet engagement devient un nouveau centre moral du livre. Une paternité éthique. Valjean n'est pas le père biologique. Il devient le père moral. Et pour Fromm, c'est cela l'amour adulte. Non pas une émotion passagère, mais une responsabilité soutenue dans le temps. Cosette, dans son enfance, est exploitée par les Thénardier. Elle est l'enfant transformé en servante.
L'épisode n'a pas besoin d'exagération pour être cruel. C'est la banalité du mal à l'échelle domestique. Une enfant humiliée, utilisée, oubliée. Et Hugo insiste sur ce point avec une dureté calme. Une société qui permet cela ne produit pas seulement des monstres. Elle produit aussi des êtres brisés. Jean Valjean sauve Cosette. Et ici, le roman accomplit quelque chose d'essentiel. Il offre au lecteur une expérience de reconstruction. Cosette, sous le soin, sous la protection, sous une attention constante, recommence à fleurir. Mais cette floraison n'efface pas l'origine. Il reste toujours une ombre. La trace d'une vie qui aurait pu être autrement. Et c'est précisément là que le livre parle au lecteur adulte. Il n'existe pas de rédemption qui efface le temps perdu. Il existe la guérison, il existe la reconstruction, il existe même la beauté. Mais le passé demeure. Hugo n'est pas naïf. Il sait que sauver n'est pas effacer. Sauver, c'est porter. Les Thénardier incarnent le cynisme opportuniste. Ils transforment tout en avantage. Ils exploitent Cosette. Ils exploitent les voyageurs. Ils exploitent les révolutions. Ils exploitent ce qui passe à leur portée. Ils n'ont pas d'idéologie. Ils ont une fin permanente de profit. Hugo montre ici que le mal n'est pas toujours grandiose, spectaculaire ou tragique. Il est souvent petit, collant, répétitif. Une main qui se tend toujours pour prendre. La lecture adulte doit reconnaître ce que ces personnages représentent. Ils sont grotesques, oui. Mais ils incarnent aussi une logique humaine persistante. Celle qui transforme chaque valeur en monnaie. Celle qui confond survie et prédation. Le roman ne cherche pas à les absoudre. Mais il ne les réduit pas non plus à des monstres abstraits. Il montre comment ce type de caractère naît dans un monde où l'avantage devient la seule boussole. Marius apparaît alors comme une autre force psychologique. Le jeune idéaliste. Il est partagé entre deux héritages. Celui de l'aristocratie, transmis par son grand-père. Et celui de la tradition républicaine, transmis par son père. Il incarne un conflit de siècles. Honneur ancien et justice nouvelle. Ce conflit se projette dans son amour pour Cosette et dans son engagement auprès des révolutionnaires. Marius est la conscience qui veut être pure. Et cette pureté, comme toujours, est ambivalente. Elle inspire. Mais elle aveugle aussi. La vie adulte le sait. L'idéalisme est parfois nécessaire. Mais il peut devenir intolérance au réel. Marius mûrit au fil du roman. Mais cette maturation a un coût. Il lui faut du temps pour reconnaître la grandeur silencieuse de Jean Valjean. Sa morale de jeunesse est trop rigide pour percevoir ce type de vertu. Ce point est profondément formateur. Il existe une vertu jeune qui, sans le vouloir, humilie la vertu mûre. Parce que la vertu mûre est faite de concessions, de pertes, d'ambiguïtés, de choix difficiles. Le jeune, lorsqu'il n'a pas encore vécu, confond souvent cette complexité avec une faute morale. Hugo montre cela sans discours, uniquement par la progression des relations. Les barricades constituent l'un des passages les plus connus du roman. Souvent lu comme le grand moment épique. Mais une lecture adulte doit préserver le tragique. Ces jeunes se battent pour une idée. Et l'idée peut être juste. Mais l'histoire les broie. La révolte est écrasée. La mort est à la fois immense et dérisoire. Immense par l'idéalisme. Dérisoire parce que le monde continue. Ici, Camus éclaire discrètement la lecture. Camus fut attentif au problème de la révolte. Quand elle est dignité. Quand elle devient illusion. Chez Hugo, la révolte de ces jeunes est émouvante, mais elle se heurte à l'indifférence du monde. Que vaut une vie face à l'histoire? La question est insupportable. Et Hugo ne la résout pas. Il la met en scène. Gavroche, enfant des rues, meurt d'une manière qui peut sembler poétique. Et c'est précisément là le danger. La lecture adulte doit résister à cette tentation. La mort d'un enfant n'est jamais poétique. Si elle semble belle, c'est une beauté cruelle. Hugo le sait. Et c'est pour cela qu'il oblige le lecteur à ressentir l'injustice. Si Gavroche chante, ce n'est pas par bravoure romantique.
C'est parce qu'il n'a pas d'autre arme. Cette partie du livre touche une blessure contemporaine. La romantisation du sacrifice des jeunes. À travers les siècles, les sociétés ont utilisé la jeunesse comme combustible. Hugo, en montrant, accuse sans avoir besoin de proclamer. Si l'on adopte une lecture à la manière de Northrop Frye, sans transformer le roman en schéma, on peut dire que Les Misérables mêlent plusieurs modes. Il y a l'épique, par l'ampleur sociale. Il y a le roman de formation, dans les trajectoires de Marius et de Cosette. Il y a la tragédie, dans les chutes et les morts. Et il y a le mode ironique, dans une société qui se croit morale tout en étant cruelle. Le livre fonctionne comme un système d'écho. Mais je préfère formuler les choses ainsi. Hugo construit un immense théâtre où chaque personnage incarne une relation différente à la loi, à l'amour et au destin. Jean Valjean représente la possibilité du changement et de la responsabilité. Javert incarne la rigidité incapable de supporter la transformation. Fantine est la victime de la morale sociale et de la pauvreté. Cosette est la vie qui peut être sauvée, sans jamais être entièrement indemne. Les Thénardier sont le cynisme opportuniste, le mal petit et persistant. Marius incarne la pureté idéaliste et son lent apprentissage. L'évêque représente l'acte de grâce qui ouvre la liberté. Et au centre de tout cela, le roman répète une vérité essentielle, comme une pulsation. L'être humain est plus que ce que l'on a fait de lui. Mais il ne peut pas faire comme si ce que l'on a fait de lui n'avait jamais existé. C'est là la tension tragique. Et c'est une tension formatrice. Erich Fromm dirait que la liberté mûre implique responsabilité et capacité d'aimer. Les Misérables racontent précisément le passage d'une liberté négative, fuir, s'échapper, ne pas être enchaîné, à une liberté positive. Celle de faire le bien. Celle de soutenir un lien. Celle de répondre de l'autre. Jean Valjean commence en cherchant la liberté comme fuite. Il termine en cherchant la liberté comme responsabilité. La liberté de protéger Cosette. La liberté de réparer. La liberté d'assumer, même lorsque cela met sa propre sécurité en danger. Ce passage est le cœur de la maturité morale. Mais le roman montre aussi l'envers de cette médaille. Le monde préfère souvent une liberté de façade. Tu es libre, maintenant débrouille-toi. Et il ne fournit pas les conditions nécessaires pour que la liberté soit réelle. La société qui libère Valjean avec un document qui le condamne continue, en réalité, à le maintenir prisonnier. Aujourd'hui encore, cela nous est familier. Combien de « libertés » sont en fait des abandons? Combien de personnes sont « libres » de mourir en silence? Fromm dirait qu'une société peut produire des individus incapables d'aimer parce qu'elle les écrase. Hugo dramatise cela avec Fantine, avec Valjean, avec les enfants des rues. Et aussi avec Javert. Car Javert est incapable d'aimer, non seulement par dureté de cœur, mais par structure. Son identité est l'ordre. Il n'a aucun espace intérieur pour la miséricorde. Camus apparaît ici comme un contrepoint naturel, sans jamais se substituer à Hugo. Camus n'est pas Hugo. Hugo croit encore, malgré tout, à une sorte de sens moral large, à une lumière possible. Camus, lui, est plus austère. Il insiste sur l'absurde, sur l'absence de garantie, sur le silence du monde. Et pourtant, un point de rencontre existe. Tous deux valorisent la lucidité face à la souffrance. Le roman oblige le lecteur à regarder une vérité profondément camusienne. Il n'existe pas de proportion juste entre la faute et la punition dans le monde. Jean Valjean vole du pain et paie 19 ans. Fantine aime et tombe dans la misère. Des enfants naissent dans la boue. Des révolutionnaires meurent et l'histoire continue. Le monde n'est pas un tribunal équitable. Et précisément parce qu'il n'est pas un tribunal, l'éthique humaine devient plus difficile. Si le monde ne garantit pas la justice, que fais-je, moi? Est-ce que je deviens Javert et que je m'accroche à la règle pour ne pas sombrer dans l'angoisse? Est-ce que je deviens Thénardier et que j'exploite ce qui passe? Est-ce que je deviens Valjean et que je tente de réparer, sans promesse de reconnaissance? Est-ce que je deviens Fantine et que je suis écrasé? Est-ce que je deviens Marius et que je rêve? Le roman propose ces figures comme des forces intérieures possibles. Camus dirait que la dignité réside dans l'action sans garantie. Valjean agit sans garantie.
Il ne sait pas s'il sera reconnu. Il ne sait pas s'il sera compris. Il agit quand même. Et cela n'est pas une morale positive. C'est une tragédie lucide. Faire le bien ne garantit pas la victoire. Mais cela peut garantir une chose essentielle, ne pas devenir ce qui nous a blessés. Cette idée peut sembler belle. Et justement, il faut s'en méfier. Chez Hugo, cette dignité a un prix. Valjean paie par la solitude. Il paie par la fuite. Il paie par la renonciation. Il paie par l'impossibilité d'être pleinement accepté. Et c'est précisément pour cela que l'œuvre est adulte. Elle ne vend pas la rédemption sans perte. Je veux maintenant faire une mise à jour contemporaine, discrète, sans transformer Les Misérables en commentaires sociologiques directs. Le livre nous atteint aujourd'hui de manière presque inévitable sur 3 plans. Le premier est la criminalisation de la pauvreté. Le roman commence avec du pain volé et des années de punition. Aujourd'hui, le mécanisme se répète sous d'autres formes. De petits délits entraînent des sanctions démesurées. Une machine transforme la survie en faute morale. Hugo nous oblige à poser une question dérangeante. Combien de fois appelons-nous « loi » ce qui n'est en réalité que la protection des confortables? Le deuxième plan est la gestion bureaucratique de la souffrance. Javert n'est pas seulement un policier. Il incarne l'esprit d'un monde qui préfère les procédures aux personnes. Aujourd'hui, cela apparaît dans des institutions qui transforment l'humain en dossier, en protocole, en numéro. Une part d'organisation est nécessaire. Mais le roman pose une limite claire. À partir de quand l'organisation devient-elle cruauté? Le troisième plan est l'anesthésie de l'inégalité. La vie contemporaine a normalisé des scènes qui, au XIe siècle, provoquaient le scandale. Aujourd'hui, le scandale fait partie du décor. Hugo oblige le lecteur à ressentir une gêne. Pas une gêne moralisatrice. Une gêne formatrice. Celle qui rappelle que s'habituer, c'est déjà perdre quelque chose de profondément humain. Et si une voix comme celle de Pondé apparaissait en arrière-plan, elle rappellerait que l'être humain a une tendance constante à justifier son confort par des philosophies commodes. Hugo combat cela non par l'argumentation, mais par la narration. Il empêche le lecteur de rester propre. Je veux maintenant rassembler ce que cette œuvre révèle, en particulier pour le lecteur adulte, celui qui a déjà vécu assez longtemps pour savoir que le bien et le mal ne se présentent presque jamais de manière simple. D'abord, la vie peut vous marquer. Mais la marque n'a pas besoin d'être votre identité finale. Jean Valjean est l'image d'un homme qui porte la marque et qui, malgré tout, lutte pour ne pas être seulement cela. Ensuite, la miséricorde véritable n'est pas sentimentale. Elle est exigeante. Le geste de l'évêque ne ferme pas les yeux. Il ouvre une responsabilité presque insupportable. Celle de vivre à la hauteur de la confiance reçue. Troisièmement, la loi peut être injuste sans être corrompue. Javert montre que l'injustice peut porter un uniforme impeccable. Le problème n'est pas seulement la corruption. Il est la rigidité. Quatrièmement, la pauvreté n'est pas seulement un manque. C'est une corrosion. Fantine révèle le coût moral de la misère et la facilité avec laquelle on juge depuis l'extérieur. Cinquièmement, l'amour adulte est une responsabilité soutenue dans le temps. La relation de Valjean avec Cosette n'a rien de glamour. Elle exige du travail, de la renonciation, de la constance. Sixièmement, l'idéalisme est nécessaire, mais il peut aveugler. Marius et les jeunes des barricades rappellent que le rêve est beau, mais que le monde peut l'écraser. La question devient alors, que fait-on de la défaite? Septièmement, il existe des choix irréversibles. Et malgré cela, il reste une tâche, continuer. Beaucoup de pertes du roman ne sont jamais réparées. Hugo ne les efface pas. Il nous apprend à les porter. Enfin, le livre continue d'agir sur le lecteur parce qu'il refuse le confort moral. On ne sort pas de Hugo meilleur. On en sort plus attentif. Et l'attention est une forme adulte d'éthique. Je reviens alors à la question du début. Qu'est-ce que je suis devenu pour survivre? Et qu'est-ce que j'ai perdu en devenant cela? Peut-être est-ce là l'effet le plus profond des Misérables sur le lecteur adulte. Le roman nous oblige à regarder l'endroit précis où la survie est devenue caractère.
Où la peur est devenue dureté. Où la dureté est devenue identité. Et il nous oblige à poser une question sans promesse. Suis-je encore capable de changer? Suis-je encore capable d'un geste qui interrompt le cycle? Hugo ne répond pas par des garanties. Il répond par une vie entière, avec ses coups. Jean Valjean n'est pas récompensé par un bonheur simple. Il est récompensé, si ce mot convient encore, par la possibilité de ne pas mourir comme l'homme qui est sorti du bagne. Peut-être est-ce là le maximum que la grande littérature peut promettre. Non pas un « happy end », mais une chance de lucidité. Je laisse alors une dernière question, volontairement ouverte. Qui est votre Javert intérieur? Cette part de vous qui préfère réduire le monde à une règle pour ne pas supporter l'ambiguïté. Et, de l'autre côté, où se trouve votre évêque intérieur? Ce geste rare de miséricorde qui ne nie pas la vérité, mais qui ouvre une porte. Je préfère laisser cela dans un court silence. Parce que ce livre le mérite. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons avec un autre classique qui forme la conscience sans anesthésie. Si ce texte vous a accompagné à un endroit plus intime, laissez un signe. Cela permet à ce travail de continuer. Car relire, c'est cela. Le livre n'a pas changé. Mais nous, oui.